Et nous retrouvons Thibaut Gibelin, spécialiste de l'Europe centrale, doctorant entre Paris et Budapest et professeur invité au Mathias Corvinus Collegium à Budapest. Bonjour Thibaut Gibelin, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte, c'est un plaisir de commencer la semaine en bonne compagnie. Voilà, et sur un bon sujet, puisqu'on va parler, chers auditeurs, de regroupement familial. Vous le savez, c'est l'un des biais principaux qui accentue l'immigration en Europe légalement. Et aujourd'hui, il semblerait que certains pays européens choisissent de tourner le dos à cette pratique, en tout cas de la restreindre fortement. L'Autriche a suspendu cette mesure au printemps. La Belgique, le Portugal, l'Allemagne ont suivi le mouvement. Le Royaume-Uni, même si ce n'est plus l'Union européenne, mais bon voilà, parlons d'Europe. Donc Thibaut Gibelin, on s'interroge, est-ce qu'on est en train de voir naître une nouvelle tendance, probablement initiée par la pression justement des partis européens anti-immigration? Ouais, c'est certain qu'on assiste en fait à une saturation, à un dysfonctionnement global des sociétés construites sur le laisser-faire, laisser-passer. Euh, Ensuite, il faut prendre la mesure des choses. C'est-à-dire qu'on a plus d'un demi-siècle d'irénisme ou en tout cas même de comportements qui, de façon très cynique, un comportement politique, qui ont ouvert les vannes et pour des raisons soutenues partiellement par l'idéologie, mais aussi l'idéologie est venue compléter et donner la main à des appétits économiques. Hein. On s'en souvient, dès les années 1970, c'était en France quelqu'un comme M. Bouygues, hein, qui soutenait la mise en place du regroupement familial parce que dans un contexte de ralentissement économique, il fallait susciter un besoin un dynamisme dans le logement, dans le BTP, et donc loger les familles d'immigrés, c'était une combine, si je puis dire, comme la politique de la ville a permis de débloquer des milliards et de faire plus d'emprunts. Et de façon générale, voilà, tout a été dicté par des objectifs court-termistes. Et aujourd'hui, on est confronté à un tel dysfonctionnement que on voit, et c'est en effet un phénomène qui est similaire dans plusieurs pays européens, on entend mettre un frein, hein, cette logique. Mais cette logique, elle est, je dirais, elle est déchaînée déjà. Vous voyez. Donc il y a le paradoxe que je voudrais souligner pour commencer, c'est que on est en train d'écoper le Titanic, vous Mm. voyez, alors que le naufrage est quand même très avancé. Oui, effectivement, on imagine qu'il y a tout un tas d'autres mesures à mettre en place puisque supprimer le regroupement familial, on imagine que ça va concerner les nouvelles familles qui auraient aimé se rassembler sur le sol européen. Pour toutes celles qui sont déjà là, il est trop tard et il faudra peut-être se pencher, sur d'autres mesures. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est on peut observer qu'il y a des partis désormais de gauche, qui se mettent à porter, cette logique, anti-immigration. Par exemple, notamment en Allemagne, c'est, une idée qui finit par faire consensus au-delà des partis politiques. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui, là encore, va tendre à s'accentuer dans les années qui viennent? Ou est-ce que c'est simplement quelques anomalies dans certains pays? Alors c'est pas une anomalie dans la mesure où justement ces partis de gauche maintiennent une question, la question sociale dans un esprit de défense du bien commun. C'est aussi le cas notamment au Danemark, où au Danemark, c'est via le Parti socialiste que ces questions identitaires et politiques sont portées de manière très franche. Mais il faut aller peut-être plus loin pour le Danemark. Le Danemark négocie pied à pied, hein, des législations qui sont le moins préjudiciables possible à son bon fonctionnement, et notamment la directive européenne de 2003, hein, qui encadre et qui garantit le regroupement familial, ne s'applique pas au Danemark. Ils en ont négocié l'exemption. Donc, on observe que ce comportement, qui est simplement un comportement, je dirais, de bon sens et de fermeté politique, il est, on est dans une toute autre dimension dans d'autres pays, et notamment en France, où on est aujourd'hui dans un système, une représentation politique qui est tripartite, où bon, bah, le centre, l'extrême centre, suit de manière impassible une logique, si je puis dire, un peu abusive, hein, de tirer autant que possible voilà, la migration comme un principe économique et tout un ensemble de valeurs assez factices.
Mais si on regarde du côté de la France insoumise, là, on voit que c'est un parti qui se construit sur les revendications portées par des immigrés ou des franges parmi des immigrés. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes possibilités. Voilà, la gauche qui, en effet, en Allemagne, via un parti, celui de Sarah Wagenknecht, veut restreindre l'immigration. On voit aussi que le parti Die Linke, lui, n'est pas du tout, enfin, il est plus aligné sur ce que fait la France insoumise. Mmh. Hein, donc, si la société a changé au point de perdre, je dirais, la notion même d'une société culturellement, ethnoculturellement homogène, la remise en question ne peut pas plus venir de la gauche qui vit de cette, finalement, de cette société, enfin oui, de cette société, cette contre-société qui est complètement différente du socle culturel initial. Ouais. Évidemment, on se réjouit quand même de l'état d'esprit général, mais vous le disiez, c'est loin de suffire. C'est comme si on écopait le Titanic qui est déjà bien enfoncé et en plus qu'on l'écopait à la louche, puisque par exemple, en Allemagne, rappelons-le, lors de la crise migratoire de 2015, les Allemands avaient accueilli plus d'1 million de Syriens et d'Afghans, notamment sur cette base-là. L'Autriche, donc effectivement, tente de restreindre ce regroupement familial, mais quand on creuse un peu, on découvre qu'en fait, c'est une mesure qui s'étend seulement sur 6 mois et qui sera reconductible au maximum 3 fois, ce qui fait 1 an et demi. Et par ailleurs, évidemment, il y a le poids de l'Union européenne, puisqu'on imagine que tout ceci doit passer dans ses radars. Et on voit mal comment cela plaît justement aux dirigeants européens. Comment réagit l'Union européenne, Thibaut Gibelin? Alors, l'Union européenne, elle a défini un cadre légal pour cela, donc la directive qui encadre le regroupement familial, qui en reconnaît la légitimité, le fondement, c'est la directive 2003-86, donc ça a fait quand même plus de 20 ans. Et par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé ce droit avec une certaine jurisprudence, notamment l'arrêt Chakroun en 2010, hein, qui indique que la condition de ressources qu'on impose aux migrants pour faire venir leur famille ne peut pas s'appliquer si elle est trop restrictive. Mmh. Donc, même quand on veut limiter ce droit, la question matérielle, de la faisabilité matérielle, ne peut pas s'imposer voilà, au détriment de ce qu'on considère comme un droit fondamental. Et il y a un arrêt de 2019, l'arrêt K et B, qui indique que un État ne peut pas refuser le regroupement familial pour l'enfant d'un immigré illégal si dans l'intermède, il a obtenu un titre de séjour. Donc on a même encouragé des migrants illégaux, notamment issus du pic migratoire de 2015 et des années qui ont suivi, à déposer des demandes de regroupement familial alors qu'ils sont illégaux, le temps que leur dossier soit instruit. Donc on est face là à un rouleau compresseur et évidemment que en France, le Conseil constitutionnel, ça c'est quand même quelque chose de très ancien, hein. Le Conseil d'État, dès décembre 1978, avait validé que le regroupement familial n'était pas contestable parce qu'il avait été suspendu 1 an et demi en 1977, 1 an et demi après avoir été initié par un gouvernement Chirac. Donc on est là sur un encadrement juridique du laisser-faire migratoire qui est donc pas du tout laissé à je dirais, au discernement des décideurs politiques, mais qui finalement constitue un encadrement cardinal, hein, de nos sociétés où il y a un tabou sur l'immigration, il y a un tabou sur l'identité, et on constate bien que l'immigration est devenue un levier structurel pour une croissance artificielle, puisqu'il s'agit de faire venir toujours plus de gens qui vont simplement mécaniquement faire monter la consommation Mmh. et le PIB. Hein. On est là je dirais, dans un délire matérialiste et l'Union européenne ne fait que euh, amener cette logique et la garantir à un niveau continental. Ouais. Alors on voit quand même que cette logique-là, elle rencontre de plus en plus de contradictions et c'est les dirigeants eux-mêmes qui le disent lorsque justement ils se penchent sur cette question du regroupement familial, entre autres. C'est que les pays européens ont atteint leur capacité maximale d'accueil. Alors, je
pense que sur Radio Courtoisie, certains diront même que nous sommes allés au-delà. Mais dans tous les cas, le réel rattrape justement tous ces calculs politiciens. Oui, et c'est là la question principale. C'est que si on observe de manière non coordonnée, mais similaire dans tant de pays européens, ce type d'initiative législative, c'est que la pression du réel est là, que les gens n'en peuvent plus, et donc on assiste à un retour de balancier. Et là, c'est évidemment aux partis politiques, au relais médiatique et à tous les gens de bonne volonté de bien prolonger ce mouvement, de l'accroître, de précipiter cette logique, de déplacer la fenêtre d'Overton dans un sens de non seulement de contestation du laisser-faire migratoire, mais en plus de penser de manière générale euh, pourquoi une société est dysfonctionnelle quand elle se fourvoie comme ça dans l'immigration de masse et quels sont les principes qui doivent guider une société efficace, une société fonctionnelle, une société où on peut se projeter sur plusieurs générations sans cette faillite générale, évidemment, à laquelle nous sommes confrontés. Mmh. Chers auditeurs, Thibaut Giblin reste avec nous encore quelques minutes et dans un instant, nous retrouverons Maxime Michelet en grand entretien, les députés UDR, et nous terminons cette discussion d'ailleurs avec Thierry Mariani. Mais Thibaut Giblin reste avec vous pour le moment, donc encore quelques instants. Il y a certains pays européens, en tout cas dirigeants européens, qui alertaient déjà sur le risque de cette crise migratoire, donc notamment évidemment Viktor Orban et la Hongrie. Est-ce que vous pensez qu'on va assister également à un retour en grâce de ces dirigeants qui, jusqu'à présent, étaient présentés comme assez sulfureux? Je crois qu'on observe une fracture quand même très aiguë entre les dirigeants de l'UE, hein, en l'occurrence la Commission von der Leyen et un gouvernement comme celui de Viktor Orban. D'abord parce que ces acteurs agissent un petit peu sous la forme de la rivalité mimétique, hein, c'est-à-dire que on s'oppose et on se pose en s'opposant. La direction de la Commission européenne aujourd'hui ne va pas reconnaître le bien fondé de ce que fait la Hongrie parce que ça entraînerait ce retour de balancier que j'évoquais précédemment. En revanche, c'est une manière pour la Hongrie et pour d'ailleurs les pays d'Europe centrale en général qui ne sont pas confrontés au multiculturalisme de ne pas entrer là-dedans. Et là, on voit un horizon assez positif que une, une portion de l'Union européenne pourrait échapper au dysfonctionnement généralisé que cause le multiculturalisme, hein, puisque manifestement, on arrive dans je dirais, une période de rationalité sur ce front-là et qu'on peut assumer une forme de voie particulière sur un plan politique pour ne pas subir hein, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en Europe de l'Ouest. Cependant, chaque jour, la Hongrie paye 1 million d'euros d'amende, 1 million d'euros d'amende, parce qu'elle refuse le pacte migratoire qu'impose l'UE depuis 2023 et 2024. C'est-à-dire que, loin de faire amende honorable, l'Union européenne impose des amendes à ceux qui, en Europe, échappent à cette logique migratoire coercitive, abusive et évidemment liberticide. Mmh. Quand vous parlez des dysfonctionnalités qu'ont engendré cette immigration dans nos pays européens, il y a bien évidemment cette fracture aussi entre les peuples européens autochtones et les populations immigrées. Je pense que certains dirigeants, s'ils sont encore assez frileux sur ce type de mesures qui découragent l'immigration, voire pourraient aussi mener à une logique de remigration, si certains sont encore frileux, c'est aussi par peur des réactions de ces populations immigrées. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de mesure qui pourrait amener à des soulèvements dans les pays qui les pratiqueraient? Ou est-ce que pour l'instant, on a l'impression que justement, ça semble se passer plutôt correctement? Non, je pense au contraire que pour la grande majorité des immigrés de date ancienne et même moins ancienne, cette restriction est très bienvenue. On observe que les populations turques en Rhénanie votent assez
fortement pour l'AfD. On sait que le Front national, que le Rassemblement national reçoit un appui important de certaines populations d'origine immigrée, parce que c'est leur intérêt, hein, que la société soit plus stable, soit plus fonctionnelle. Il y a là-dessus je dirais, une part de manipulation médiatique, hein, quand on suppose que des partis conscients des enjeux identitaires s'aliéneraient nécessairement des populations d'origine immigrée. Non, il y a des minorités agissantes Mmh. qui justement exploitent cette question du multiculturalisme, mais qui ne recueillent pas un soutien réel, un soutien, je dirais, militant, hein, de la part de la majorité des immigrés. Mmh. Merci, Thibaut Gibelin. On arrive à la fin de cet, entretien. On retiendra quand même que c'est un signal positif, même si c'est loin de suffire évidemment. Et puis, on va quand même continuer à observer, ce mouvement général, en Europe. Merci pour, vos lumières en ce lundi matin. Je vous dis à très bientôt et bon vol, puisque je crois que vous vous dirigez vers l'aéroport, dans quelques minutes. Merci beaucoup.